Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous y êtes, nous y sommes, messieurs et dames. C'est le deuxième volet qui démarre ainsi sur votre radio. Notre invité de ce matin, comme annoncé, il s'agit du président national du FPD. Il est également député à l'Assemblée nationale. Monsieur Dimoré, bonjour. Bonjour, Joachim. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est un devoir. Ah voilà. Alors, vous êtes député à l'Assemblée nationale, mais on ne vous sent pas. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre? Sentir dans quel sens? Ah oui, les Togolais ne vous écoutent pas, les Togolais ne savent pas si vous êtes du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir. Non, cette question n'a pas son sens. Ah bon? Oui. Pourquoi? Tout le monde sait qu'en termes d'opposition basique et radicale, il n'y a pas mieux que le FPD. Il n'y a pas mieux que le FPD. Voilà. Mais on ne vous sent pas du côté du peuple. Si. Nous faisons partie du peuple. Nous faisons partie du peuple. Il ne faut pas biaiser le débat. Là n'est pas le débat. Mais le FPD n'est pas un parti d'accompagnement. Dans quel sens? Le FPD, c'est un parti qui existe par lui-même. Ce n'est pas un parti qui doit exister par des regroupements. Voilà. Mais une déferlante se crée aujourd'hui, un grand creuset se crée dans le pays, que ce soit à l'Assemblée nationale, tout comme en dehors du Parlement, mais on ne sait même pas où se trouve le FPD. C'est dans ce sens que je pose la question. D'une manière ramassée, oui. Il faut poser le problème en termes de courant politique et non pas en termes de regroupement. De regroupement. Combien de courants politiques traversent l'opinion nationale? Il y a 3 courants politiques. Du côté de l'opposition, il y a 2 courants politiques. Il y a un courant selon lequel il faut le retour de la Constitution de 92 avec vote de la diaspora de part du chef de l'État. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Ça, c'est un courant. Et c'est ça qui rassemble les partis dont... retour à la Constitution de 92, vote de la diaspora, départ du chef de l'État. Ça, c'est un courant. Oui. Il y a un second courant de l'opposition qui dit il faut une assise nationale pour mettre en place une constituante déboucher sur une transition politique. Et c'est le courant qu'incarne le FPD. Voilà en termes de raisonnement politique. Et ça, c'est au sein de l'opposition. Maintenant, il y a le 3e courant qui est le courant du système en place, qui est l'ensemble des forces réactionnaires qui voudraient maintenir le statu quo. Et vous les connaissez, c'est le système en place. Bon, maintenant, face à ce système, il y a 2 courants proposés. Nous pensons que d'une manière basique, on ne peut pas déraciner ce régime en disant tout simplement retour à la Constitution de 92. Ah bon? Oui. Nous avons... Et dans un communiqué, vous avez sorti la semaine dernière, vous avez dit dans le communiqué, je vous cite, le FPD pour sa part encourage la mobilisation populaire pour contraindre le chef de l'État à convoquer sans délai une assise nationale des forces vives du pays en vue de la mise en place de la constituante. Voilà, c'est ça, la position vraie. Vous prenez besoin d'aller à la Constitution de 92. J'en viens. Nous avions dit en 2014, il faut poser le problème des transitions que d'aller à l'élection présidentielle. On nous a taxé de tous les noms d'oiseaux dans ce pays, que les conditions étaient favorables pour battre fort. Alors vous l'avez remis en scène, et puis après, vous constatez maintenant qu'il doit partir. C'était en 2014, à la veille de 2015, qu'il fallait dire, à tout prix, la Constitution de 92 ne te permet pas d'être candidat pour la 3e fois. Nous bloquons le système. Transition pour gérer ton départ. Mais il faut être cohérent en politique. Bon, maintenant, aujourd'hui, le problème est simple. Le FPD a bien dit que l'actuelle Assemblée nationale ne pourrait opérer des réformes essentielles pour notre pays. Là aussi, on ne nous a pas compris. On a cru que non, il fallait soutenir telle proposition, tel projet. Au finish, le résultat, c'est où? Le statu quo. Le statu quo. Bon, pourquoi ne pas avoir le courage de poser les vrais problèmes? L'Assemblée nationale ne peut pas aider au retour de la Constitution de 92. Dans sa configuration actuelle? Non, c'est pas possible. Non, on parle de consensus aussi. Si les 2 factions, disons pas factions, mais les 2 grands courants s'entendent. Écoutez, d'une manière ramassée, oui. Si fort
qui a créé, histoire de commission de réflexion sur les réformes. De réflexion, commission des intellectuels ou des universitaires et tout, à Madame Awanana pour circuler sur le territoire national. Et au finish, c'est pour envoyer 3 projets et 3 articles à l'Assemblée nationale. C'est à cause de ces 3 articles qu'il a fait tout ce cinéma. Pendant et dépenser des centaines de millions pour commission, pour ceci ou cela, pour envoyer 3 articles à l'Assemblée nationale. Vous avez un pareil personnage qui tient les règnes du pays. Et vous croyez que vous qui êtes minoritaire là-bas, vous allez lui opposer 47 articles de la Constitution de 92 et qu'ils acceptent ça en l'État pour que la Constitution de 92 revienne. Non, non. L'Assemblée nationale actuelle ne peut pas opérer les réformes idoines pour notre pays. C'est pour ça que nous parlons de la mise en place d'une constituante. Il n'y a que la seule voie. Et qui doit donner le déclic donc de cette constituante? C'est-à-dire qui doit mettre ça en scène? Il y a deux voies. Oui. La voie normale, c'est ce que nous préconisons. C'est la convocation d'une assise nationale par le chef de l'État, des forces vives. Le temps est urgent pour qu'on aille à une assise nationale au cours de laquelle lui va négocier son départ, son amnistie et tout. Oui. Et on pose les bases essentielles du règlement de la crise de notre pays d'une manière définitive. Mais si on ne le fait pas de la sorte, oui. Bien, on dit retour de la Constitution de 92. À supposer un seul instant que cette Constitution revienne en l'État, oui. Elle est appliquée par quelle institution? Qui met cette Constitution en application? Ce n'est pas les mêmes institutions entre les mains de force? Bon, alors, il y a problème si on ne fait pas transition politique. Non. Généralement, c'est en temps de guerre ou crise totalement exacerbée par d'autres pesanteurs qu'on parle de transition. Ok, je dis souvent, oui. Vous voulez qu'on en arrive au chaos d'abord avant de sauver l'essentiel. Est-ce que c'est ça? Nous disons que ce n'est pas réfléchi pour des acteurs politiques qui voudraient le chaos d'abord avant de parler de la solution idoine pour anticiper bain de sang. Je ne comprends pas. Est-ce que nous voulons encore de bain de sang avant d'accepter que l'urgence aujourd'hui, c'est la mise en place d'une constituante pour faire les réformes appropriées? Et mais pourquoi la conférence des évêques et bien d'autres formations politiques, que ce soit parlementaires ou extra-parlementaires, ne voient pas les choses de la même manière que vous? Oui, justement, c'est la pluralité d'opinion et c'est normal. Ça enrichit le débat politique. Oui. Mais nous condamnons ceux qui ne sont pas capables d'accepter des idées contradictoires et qui pensent que les autres doivent s'aligner pour s'aligner. Là, nous disons non. Parce que nous réfléchissons, nous posons les questions. Est-ce que si aujourd'hui, on dit on veut faire réforme à travers l'actuelle Assemblée nationale, est-ce que ça passe? La réponse est non. C'est non. C'est pour cela qu'à l'Assemblée nationale, lors de l'ouverture de la session extraordinaire, oui. Moi je les regardais seulement. C'est du cinéma, je les regardais. Vous voulez que je m'associe à quoi dans ce cinéma-là, cet amusement-là? Tout ce qui s'est passé là, c'est du cinéma? C'est du cinéma. Ah bon? C'est du cinéma. Bon, l'aîné professeur Goguet nous a réunis, nous, députés de l'opposition parlementaire, oui. hormis ceux de l'ANC, pour discuter de quelle attitude adopter à l'ouverture de l'étude en commission vendredi dernier. Je leur ai dit, le retour de la Constitution 92, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cette assemblée-là, c'est comme si on sait d'avance que le résultat est là et on veut aller s'amuser? S'il y a un combat à mener, c'est le combat de la mise en place d'une constituante. Il n'y a pas de transition. Est-ce que ça peut pacifiquement régler le problème, la constituante? Oui. Oui, comment? Pacifiquement régler le problème. Aucun pays ne peut pas avancer sans l'étape transitoire. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment est-ce qu'on m'explique cela. Bon, aujourd'hui, quand vous parlez du départ du chef de l'État, la suite c'est quoi? Si ce n'est pas la transition politique. Mais comment voulez-vous ne pas réfléchir et réclamer la tenue d'une transition politique pour mettre fin d'une manière basique au système en place? Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour aller à cette transition? Les conditions sont réunies. C'est maintenant d'ailleurs, les conditions sont réunies de part et d'autre. Et je crois que
si le monde religieux, les évêques et tout, doivent faire pression sur fort pour qu'ils acceptent qu'on mette en place, ou bien qu'on ouvre la période transitoire. Vous savez... Mais Faure est dans son 3e mandat. Oui. Qui est en cours. Oui. Et vous pensez qu'il peut l'écouter penser à une transition? Oui. Vous savez, si ce n'est pas l'option, la rue dit quoi? Et aux politiques, ce n'est pas aux politiques de dire la rue parle de cette manière, moi aussi je me comporte de la sorte. Non, le politique, vous savez, même Hitler, c'est en prison qu'il a écrit Mein Kampf. Comment est-ce qu'il veut organiser la rue pour atteindre son objectif? Mais ce n'est pas la rue qui a dicté ses idées à l'homme politique. L'homme politique analyse quel est le chemin approprié. Comment est-ce qu'on met fin à l'existence de ce système? Ce n'est pas par voie électorale. Ça aussi, ça a donc, à votre entendement, au niveau du FPD, oui. Ce ne sont pas les élections qui peuvent décliquer, qui peuvent créer ce que nous appelons l'alternance? Non. Nous avons déjà dit cela à plusieurs reprises. Même en 98, la constitution de 92 était là. Oui ou non? Est-ce que ça a empêché le système de s'autoproclamer au premier tour? Bon, donc ce n'est pas question d'élection formelle qui mettra fin au système d'Enyasingbe, ce n'est pas possible. Il faut forcer la main à ce système à accepter la transition qui n'avait pas réussi en 91 et puis c'est fini, on va régler les problèmes. Maintenant, est-ce que les indicateurs sont ouverts pour que de part et d'autre, les uns les autres acceptent cette transition, M. Djimori? Ça va s'imposer. Le temps va s'imposer. Dans le cours de l'histoire de toute société, c'est le temps qui s'impose. Et au moment où nous avions sorti cette formule, on nous trouvait comme des rêveurs inutiles. Aujourd'hui, je crois que dans les coulisses, ça se dit. Et bon, pourquoi le manque de courage pour poser clairement de part et d'autre? La porte de sortie, c'est ça. Il n'y en a plus d'autre. Alors, nous disons que fondamentalement, vous savez pourquoi nous disons que la constituante est plus importante que tout? C'est que on va prendre la constitution de 92 comme référence. Et l'améliorer. Donc, on doit l'améliorer. On doit l'améliorer forcément. On ne doit plus retourner à la constitution originale de 92. Si, mais l'améliorer. Je donne un exemple. Oui. Quand il y a réclamation de retour de la constitution 92 et vote de la diaspora, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le vote de la diaspora n'est pas dans la constitution de 92. Ne figurait pas dans la constitution de 92. Déjà, il faut améliorer. Qu'il faut améliorer. Voilà. 2. Les principes d'une armée républicaine ne se figurent pas dans la constitution de 92. Il faut détailler les modalités de recrutement, les types de formation, l'orientation d'éthique militaire. C'est dans la constitution pour empêcher le tribalisme de l'armée. Mais le chef de l'État actuellement est en train d'opérer des réformes. Non, même de la grande. Non, je parle de la constitution. C'est la constitution de notre Bible. C'est la constitution de notre Coran. C'est ça, d'une manière la loi fondamentale du pays. Oui, et c'est dans la constitution qu'il faut mettre ces verrous-là. Pas en dehors de la constitution. Une administration républicaine, les détails de cette administration républicaine qui empêche la pratique du tribalisme au sein de cette administration, c'est dans la constitution qu'il faut trouver tout cela. Entre-temps, vous avez dit sur nos antennes ici que même si l'opposition accède actuellement au pouvoir, l'administration telle qu'elle est, dans sa configuration, ne permettra pas aux nouvelles arrivées de pouvoir, disons, à la personne qui sera le nouvel élu, de pouvoir bien travailler. C'est très clair. Aujourd'hui, par magie, on organise une élection présidentielle et puis Joachim prend le pouvoir. Vous ne ferez même pas 3 mois. 3 mois, vous ne ferez même pas 3 mois. Ah bon? Face à... Mais vous allez gérer le pays avec quelle administration? L'administration tribalisée, politisée, qui va vous mettre les bâtons dans les roues. Et puis, 2 semaines après, des grognes sur le plan social. Et l'armée va profiter pour vous renverser, c'est tout. C'est tout. Vous ne pouvez pas gérer le pays avec l'actuelle administration. Il faut la réformer. Et il faudrait la dépoussiérer. Est-ce que cela ne pousserait pas à la chasse aux sorciers? Non. Il s'agit d'équilibrer les choses. C'est pour ça que nous parlons de constituante pour régler les problèmes. Personne ne viendra régler les problèmes en lieu et place des Togolais. C'est nous-mêmes, vous savez. Et c'est dans la constitution également qu'il faut mettre le verrou qui empêche tout
toute personnalité politique qui arrive au sommet de l'État de pratiquer le tribalisme comme manigance, comme principe de gouvernance. C'est dans la Constitution. Et donc, la Constitution qu'il faut pour notre pays doit être une Constitution globale qui met le pays sur les rails du développement et qui empêche toutes sortes de dérives. Voilà ce que nous pensons au niveau du RPD. Donc, nous, notre vision est inclusive. C'est une vision qui est plus vaste que des aspects détaillés. Bon, donc nous ne voulons pas dire que donc il faut commencer à réclamer tel aspect du détail, tel aspect. Vote de la diaspora, d'accord, c'est un élément. C'est un élément. Eh bien, la question de l'administration, vous allez la régler quand? Et certains font naïvement des comparaisons qui ne tiennent pas. Que même avec l'armée de Yahya Jammeh, bon, l'opposition a pris le pouvoir. Oui. Il faut faire une analyse. Il y a deux formes de dictature. Il y a dictature introvertie et dictature extravertie. Oui. La dictature introvertie est patriotique. Ça voudrait dire que c'est une dictature qui empêche les puissances, les multinationales extérieures de profiter des richesses du pays. Mais le dictateur... Donc la richesse va profiter aux citoyens. Mais le dictateur ne veut pas de la liberté, ne veut pas partir. C'est le cas de Kadhafi, le cas de Yahya Jammeh. Ça, c'est des dictatures introverties, ça. Mais quand vous avez une dictature extravertie comme celle de Gnassingbé, qui profite aux multinationales, aux puissances extérieures et le reste au clan, ne vous attendez pas à ce que la communauté internationale renvoie par un coup de pied magique cette dictature-là. Si la communauté internationale s'est mobilisée pour pousser le Sénégal à envahir le territoire gambien pour que Yahya Jammeh parte, c'est parce que la communauté internationale, les puissances, les multinationales ne trouvaient pas leur compte ou disons leur intérêt sous Yahya Jammeh. Oh, ils trouvent leur intérêt sous les Gnassingbé. Vous pensez? Mais Bolloré, c'est un exemple déjà. Bolloré seul est capable de maintenir un système contre votre volonté. Mais il ne s'immisce pas dans les affaires politiques du pays. Mais quand vous lui confiez des troisième quai à plus de 300 milliards. Pour un certain nombre d'années, disons, oui, 2 décennies. À plus de 300 milliards. Bon, alors, et c'est ces grandes sociétés qui alimentent le budget français. Bon, il ne faut pas se leurrer. Il y avait cette communauté internationale en 2005. On nous a massacrés ici. En quête de l'ONU. Mais c'est les Togolais qui doivent régler le problème. Et je pense que la vraie solution, c'est de réclamer la constituante. L'assise nationale. Ou bien, maintenant, cette assise nationale, M. Dimoré, vous l'avez dit, est-ce que c'est le prélat qui doit diriger cela? Est-ce les acteurs politiques qui doivent la diriger? Ou carrément, quel est le profil de la personnalité morale qui doit diriger cela? Nous avions dit, et nous maintenons notre position, il faut un oiseau rare. Oui, vous avez utilisé ce mot-là ici. Il faut un oiseau rare. Aucun politique. Aucun politique pour diriger la période transitoire. Mais aussitôt on choisirait, je ne le dis pas dans le sens péjoratif, on choisirait un Kidam et les gens vont automatiquement chercher à fouiller dans son passé pour dire non, il a des acquaintances avec tel bon. Non, on trouvera des personnalités crédibles qui ne sont pas qui sont d'aucun parti politique. On en trouvera. Des personnalités fortes, on en trouvera. Ça c'est sûr. Il en existe? Il en existe au Togo. Il en existe. Nous avons des noms. Mais le moment viendra. Et vous allez proposer cela? Nous allons proposer cela. Aucun acteur politique pour diriger la période transitoire. Et maintenant, quelle doit être la nomenclature ou la configuration de cette équipe de transition? Bon, ça c'est des détails au cours des assises. Permettez à ce qu'on ne nous le mettons pas à la place publique. Pour le moment. Pour le moment. Mais nous encourageons la mobilisation populaire. Mais la mobilisation populaire pour un résultat tangible. Et non pas un résultat qui va déboucher sur une compétition électorale. Et puis encore des passe-passe, des bains de sang, et puis on reprend. Ça n'a pas de sens. Le Togo a trop souffert, les Togolais ont trop souffert. S'il faut mettre fin à la crise, que ce soit d'une manière basique. Et non pas à peu près des calculs politiques d'ordre partisan. Non.
C'est ça la position du FPD. Et donc, si nous étions en sensibilisation les 29, 30, 31 juillet, pour continuer à faire passer cette idée, nous n'avons pas attendu les manifestations du 19 août. Nous sommes sur le terrain politique. Nous sommes sur le terrain politique. Nous continuons. Mais si la rue aujourd'hui, à la faveur de ce que l'aîné Achadam Tiké a engagé, la rue prend de l'ampleur, c'est une bonne chose. Mais attention, attention pour qu'il n'y ait pas de bain de sang inutile. Et sans obtenir le résultat probant. Voilà. Et donc, il ne faut pas croire que tout le monde doit se retrouver dans un grand rassemblement avant de pouvoir... Non. Pour des figurations, non. Non. Le FPD fait cavalier seul. Oui, maintenant, vous étiez dans votre fief électoral il y a quelques semaines. Quel est l'état des lieux? Les citoyens de la préfecture de l'Est Mono, est-ce qu'elles se sentent plus ou moins à l'aise plus qu'avant? Non, sinon la situation est dramatique. Elle est dramatique. Ce n'est pas Mono seulement. Nous étions dans l'Anié. Vous savez, après Anié, c'est Mono. Vous quittez Anié pour la seconde grande localité de la préfecture qui s'appelle Oké. Il y a un pont sur le Mono là-bas, c'est un tombeau ouvert. Il y a les images qui ont circulé. Mais c'est le seul pont qui relie la partie est de la préfecture de l'Anié à la ville même. Et c'est un tombeau ouvert. Et les gens tombent là-dedans. Mais entre-temps, le gouvernement s'est mobilisé pour essayer de refaire ce pont. Non, non, il ne savait pas de ça. Bien, maintenant, aller dans le cas de l'Est Mono, qu'est-ce qui se passe? La préfecture est barricadée par des cours d'eau. Entre le Mono et un de ses affluents, ça voudrait dire vous quittez Moretan, vous ne pouvez pas arriver à Yamasila. Si vous êtes à Moretan, vous ne pouvez pas aller dans le canton de Badekopé. Vous quittez le canton de Badekopé, vous ne pouvez pas aller dans le canton de Kamina. Parce qu'il y a Ogou, son affluent, Mono, son affluent. Et tous ces cours d'eau n'ont pas de point de franchissement. Voilà. Pendant ce temps... Est-ce que ce ne sont pas des ponts qui peut-être le temps les a érodés un peu et ils sont là où carrément ils n'en existent pas? Il n'existe même pas de ponts. Il y a des ponts construits sur les fleuves Niger, Nil, et qui sont fonctionnels. Et on parle des cours d'eau, des ruisseaux et qui n'ont pas de point de franchissement. C'est les petits ouvrages qui ont été réalisés, datent de l'époque de la Sotoko, grâce aux ressources des paysans eux-mêmes. Au moment où on faisait très bien le coton, les ressources de nos groupements, c'est avec ça que nous avons construit ces ponts, ce n'est pas le gouvernement. Non. Et c'est des ponts, justement avec des moyens modiques. Et ces ponts, aujourd'hui, ne tiennent plus. Donc, cette réalité, elle est là. Mais moi, je crois fondamentalement que, ce n'est pas les Mono seulement. Il y a plusieurs cas comme ça dans notre pays. Il y a plusieurs cas comme ça dans notre pays. Oui, mais en tant que député, est-ce que vous avez soumis ou bien essayé d'évoquer ça en plénière pour que les autres également puissent avoir un petit regard vers ces situations très déplorables? Quel autre? Non, non, vos collègues de députés, qui sont aussi des élus du peuple. Il y a des députés embrigadés et des députés libres. Moi, je suis un député libre, je parle. Ceux qui sont députés de là et qui sont dans le compte du NI ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Non, non. Ils ne peuvent pas parler. Ils me voient en coulisses, ils disent... Ils parlent. Ils parlent où? Mais quand même à l'Assemblée nationale. Non. Vous savez? Avez-vous soumis quand même peut-être les questions orales, etc. Non. Et puis ça a été refusé? Bon, les questions orales, là, tout ça, là, c'est du cinéma. Moi, je ne vais pas à ces rendez-vous de questions orales. Je vais pas à ces rendez-vous de questions orales. Est-ce que là, ce ne serait pas une sorte d'orgueil? Oui. Ou bien de taux satisfaction? Fierté par rapport à ma conviction. Parce que je suis fier de ma conviction. Je sais qu'elle va apporter le bonheur pour le peuple togolais tôt ou tard. On peut ne pas nous comprendre aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu des événements malheureux de Mango, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Environnement ont été convoqués, question orale. Et le ministre Yac disait que si la balle va en haut, elle ne demeure pas là-bas, elle tombe. C'est en tombant que ça a trouvé des ventres à des manifestants. Alors, et c'est ça, question orale, ça. Et ça s'est arrêté là. Alors qu'en réalité, ça devait déboucher sur la mise en place d'une enquête parlementaire pour situer les responsabilités. Ça s'est arrêté là. Pourquoi vous n'avez pas soulevé cela à l'époque? Non.
Oui. Affaire de, alors là, vous n'avez pas représenté, défendu les populations. Affaire de Wassem. Non, non, revenons d'abord sur le cas. Affaire de Wassem, oui. c'est la même chose. Moi, je crois que c'est des cinémas organisés pour tromper l'opinion nationale que quelque chose de sérieux se fait là-bas. Zéro. Voilà. Zéro. Zéro. Mais vous aussi, est-ce qu'on ne doit pas mettre cet échec-là à votre actif, étant donné que vous ne soulevez pas ça de manière claire et précise? Nous soulevons les choses. Ah, très bien, vous m'amenez à dire quelque chose. Le 14 décembre, j'étais ici. Et c'est ma dernière arrivée ici. Et je crois que ce que ça... Non, allons-y. Non, non, j'en viens. Mais j'ai soulevé des aspects essentiels. Que à partir du moment où on donne 13 milliards pour acheter des hélicoptères dans le budget, alors que chez moi, il n'y a pas de pont de franchissement, des ponts de 500 millions. Ce n'est pas normal. Et j'ai discuté en commission. Le ministre des Transports n'avait même pas d'argument. Mais quand j'en ai parlé, c'est qu'on a mis des gens pour m'éliminer la nuit. C'est ça. Et on est venu me chercher à la veille du Nouvel An. On est venu me chercher à la veille du 7 janvier. Alors, vous savez, c'est des gens qui ont peur de la vérité. Oui, maintenant, dans ces conditions, quand vous allez dans d'autres rencontres internationales avec vos collègues députés, monsieur Djima Oré, est-ce que vos collègues soulèvent aussi ces genres de situations? Comment ça se passe dans la pratique parlementaire chez eux? Très bien. Vous savez, dans l'espace francophone, le Togo est le seul pays qui a une assemblée nationale dont le bureau est à 100% du parti au pouvoir. Le seul dans l'espace francophone. Ça, c'est un exemple. Deux, ils ont tout fait pour que Djima Oré n'aille à aucune mission jusqu'à la fin de la législature. Je suis jamais allé à une mission. Jamais. Non, non, non. Parce qu'ils ont peur de Djima Oré. Il faut, s'il va tenir des propos qui n'arrangent pas le système. Point barre. Ce n'est pas grave. Le problème, c'est que il faut. Et je vous dis des choses, c'est incroyable. Vous n'avez jamais effectué de mission de l'Assemblée nationale? Jamais. Vous pouvez vérifier. Donc, à cause de vos prises de position? À cause de mes prises de position, c'est tout. Non. Si. Il n'y a pas d'autres députés dans la même situation. Je vous dis, oui. Le cas de Oré, c'est exceptionnel à l'Assemblée nationale. Non, non, en quoi cela est différent des autres? On connaît d'autres députés aussi qui n'effectuent pas de mission à l'étranger. Bien, alors, d'accord, oui, moi j'incarne une tendance politique. C'est que nous avons des principes clairs. Il faut combattre ce régime par le courage, l'engagement. Il ne faut pas combattre le régime pour juste des calculs partisans. Voilà, et quelle est la position claire et nette du FPD par rapport aux manifestations des 20 et 21? Que ce soit de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir. Parce que les deux vont descendre dans les rues. Très bien. J'ai dit il y a trois courants. Pour le moment, la rue n'a pas compris que le courant solution, c'est le courant du FPD. La rue n'a pas encore compris ça. On le comprendra quand il aura bain de sang. Quand ce qu'on ne veut pas va se produire, le chaos, c'est en ce temps-là qu'on comprendra que le FPD avait raison. Le FPD aussi, avec son courant, peut mettre les gens dans la rue aujourd'hui. Je vous assure. Indépendamment de ce qui va se passer à Lomé. Nous en sommes capables. Le pays va devenir ingouvernable. Mais c'est ce que nous ne souhaitons pas. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Est-ce qu'il faille en arriver là, avant d'entendre raison? C'est tout. Mais nous disons, nous encourageons mobilisation populaire. Mais pour quel objectif, pour quel résultat? Pour la réclamation d'une conférence nationale pour mettre en place une constituante. Si c'est ça, nous sommes prêts tous à mourir pour que ce système s'en aille. Mais une conférence nation souveraine avait eu lieu dans le pays. Prévu pour 2 semaines, ça a duré 51 jours. Ce n'est pas grave, la transition n'a pas abouti. C'est d'où le problème de notre pays, elle n'a pas abouti. Si elle avait abouti, on n'en serait pas ici. Il faut reprendre ça. Aucune nation ne peut avancer sans une phase transitoire. Voilà, notre position est claire. Donc pour vous, mobilisation, d'accord, mais pas juste pour réclamer retour à la Constitution de 92, départ du chef de l'État, etc., etc. Voilà, c'est notre position. Mobilisation pour la constituante. On marque la pause et on revient tout de suite. Djima Oré, qui est le président du Front des Patriotes pour la démocratie, il est député à l'Assemblée nationale. Alors, monsieur Djima Oré, votre proposition de transition, alors, ça va durer, prendre combien de temps? Nous disons 1 à 2 ans.
1 à 2 ans. Voilà. Après le mandat de Faure. Non, là n'est pas le problème, question de mandat de Faure. On est en crise. Il faut régler le problème sans tenir compte de la personnalité de M. Faure Gnassingbé. Il est togolais. Il n'est pas un Nord-Togolais, il est togolais. Nous sommes tous togolais. Mais réglons le problème si lui-même aussi sait que l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. Il doit se sacrifier pour qu'on aille à cette transition, au cours de laquelle, s'il a des réclamations d'amnistie à négocier, il pourrait poser ça comme problème. Non, c'est ça. Mais dire que... Allez-y. Dire que on veut aller à la... Tel que ça se passe là, et où il y a des forces réactionnaires, et que... Est-ce que vous trouvez ça responsable? Que le système en place déverse ses militants dans les rues? Parce que l'opposition marche. Ça n'est pas bien. Oui. On veut amener le pays au chaos, ça. Et nous disons... Oui, eux, à leur entendement, ils parlent de rapport de force. Non. Si c'est un pouvoir légitime, il n'a pas besoin de démontrer son rapport de force face à l'opposition. Non. D'accord. Voilà. Nous allons prendre maintenant les coups de fil sur le 22 21 80 99 ou bien le 92 02 80 63 de manière responsable. Poser les questions à notre invité, M. Jimon Oré, député à l'Assemblée nationale. Allô? Premier auditeur en ligne sur le 92 02 80 63. Allô? Oui, bonjour cher ami, c'est monsieur? Monsieur Kofi. D'accord, nous vous écoutons pour la question, Kofi. En fait, je voudrais rappeler à M. Jimon qu'en attendant parler, c'est comme si il est besoin ou maîtrise la situation togolaise plus que tout le monde. Je me souviens que dans ce pays, Jimon Oré, on a vraiment de venir respecter. Quand il est là, toujours à accuser les autres. Oui, non, là, une question. Cher ami Kofi, est-ce que aller au gouvernement, c'est un crime ou bien c'est un pacte avec, on dirait, le diable? Non, il accuse les autres à avoir participé aux élections avec... Non, moi je fais une analyse objective. Non, mais monsieur le ministre, permettez d'abord, après les questions, vous aurez le temps de réagir. Non, mais j'accepte pas des déraillements. Voilà. On va prendre Antoine. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Antoine. Salut. J'aimerais demander à M. Jimon la transition politicienne. Si je prends l'exemple du Burkina, c'est un qui a envoyé deux comparés dans un pays de la transition et la constitution. Quand je reviens en 1992, c'est après une révolution populaire, comme j'ai institué la conférence nationale souveraine qui a mis en place le statut la transition. Là, il parle de transition. La transition parle de la du peuple. Il nous dit qu'il va faire la constitution. Merci Antoine. Il va vous répondre comment la transition va se passer. Il vous répondra tout à l'heure. Kanidek. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, président. Bonjour. S'il vous plaît, M. Jimon Oré, on dit chaque fois que la politique c'est là de convaincre. Bon, est-ce que vous avez des difficultés pour convaincre vos partenaires et votre adversaire? Parce que chaque fois vous marquerez votre point de vue, mais j'ai remarqué que ça n'engage pas les autres. Ça n'intéresse pas pour le moment les autres. Oui, merci. Ah d'accord, bien noté pour vous, Kanidek. On prend Hervé, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Hervé. Oui, c'est M. Hervé. Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, on vous écoute très bien, Hervé. Ok, bon. Écoutez, d'accord, hein? Je me demande si M. Jimon Oré de se montrer seul contre tous, quoi. D'accord. Bien noté pour vous. Exactement. Je vais dire que bon, ce qu'il dit là, c'est pas bon. C'est un diable. Monsieur Jimon Oré, c'est un diable. Toi-même, diable. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hervé,
là, vous êtes en train de franchir le Rubicon, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans le champ de l'émission. Et s'il vous plaît, si ces gens d'appel interviennent encore, ce serait un peu dommage pour vous, s'il vous plaît, messieurs. Soyez beaucoup plus responsables et contrôlez bien sûr les langages. S'il vous plaît. On va prendre Archange. Archange, est-ce que vous devez être dans le schéma de l'émission? Bonjour, Jachin. Oui, bonjour, mais vous devez m'écouter aussi. Vous m'écoutez? Très bien, avec plaisir. Il faut que vous soyez dans l'émission. Il n'est pas de mes habitudes de sortir hors du cadre de l'émission. D'accord. Alors, nous disons bonjour à l'honorable. Dans son exposé, il a fait allusion au tribalisme dans l'armée. Je voudrais simplement préciser quelque chose. Dans cette histoire de tribalisme de l'armée, c'est vrai, c'est un fait. S'il y a une population qui doit se plaindre dans ce Togo, c'est l'homme de Kouméa. Parce que depuis 69 ou 67, après le coup d'État, il faut qu'on soit attenté un peu à la vie de son excellence Eyadema. Et depuis lors, on a interdit l'homme de Kouméa d'avoir accès au recrutement. Voilà, maintenant, Archange. Oui, non, écoutez-moi aussi. Oui. Il ne faudrait pas catégoriser les choses de la sorte. Nous ne voulons pas parler d'ethnie. Et l'émission que nous faisons est très claire. Donc, posez la question de manière simple et compréhensible. Oui, justement, il a fait allusion à cela. C'est pourquoi j'en fais un peu cas pour donner les... Mais il n'est pas rentré dans ces détails, s'il vous plaît. Non. Bon, j'ai juste aussi voulu préciser tout simplement. Bon, je voudrais simplement dire que dans ce pays, ce problème qui arrive, c'est les chefs religieux qui peuvent véritablement résoudre ce problème. Je fais allusion aux prêtres traditionnels comme religieux chrétiens, je fais allusion aux charlatans, je fais allusion aux chefs des péticheurs, mais qui ne disent pas la vérité à nos dirigeants. Que ce soit son excellence Yassine, que ce soit Akousoulel Pascal, que ce soit Jules Christ, tous ces beaux mondes-là ont quand même une obédience religieuse. Si ces chefs religieux leur disaient la vérité, écoutez, c'est cela qu'il faille faire pour le bien-être de la population togolaise, je crois que ça doit aller. Quelque part, nous devons commencer par résoudre ce problème, à nous en prendre à nos chefs religieux, pas à titre de vengeance, leur dire que, écoutez, parlez sincèrement à nos chefs politiques, aux animaux politiques. C'est ça qui manque. D'accord. Merci beaucoup, Archange. C'est bien noté pour vous. On va prendre Kofi, qui est le dernier intervenant. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, Kofi. Je voudrais franchement saluer M. Djimoré pour sa décision. Je pense que l'opposition doit avoir le courage de prendre le taureau par les cornes. Et je pense que ceux qui veulent partir par le sang, ou bien croyant que c'est par le sang qu'on va gagner, se trompent. Et que je salue vraiment la position de M. Djimoré. Et ceux qui veulent aider le Togo doivent aller dans ce sens. Je vous remercie. Merci, monsieur Kofi. Et nous allons prendre comme l'envie qui est là avec la clémence de notre réalisateur. Allô? Oui, bonjour. Il y avait la masse qui est rassemblée au niveau du dépôt, où le chef d'État appelé le président de l'ANC, il va demander que des fois l'expression de départ. Aujourd'hui encore, si cette mobilisation est diminuée, ça veut dire qu'on va encore retomber dans la même erreur. Ce n'est pas bien d'appeler à l'opposition de faire économie de cette marche pour vraiment aller négocier pour l'adoption de notre statut que le président a envoyé à l'Assemblée. D'accord. Voilà, vous avez écouté le dernier intervenant, M. Djimoré. Il dit, ne voyez-vous pas que l'opposition, face à ce qui, par rapport à ce qui s'est passé en juin 2012, il faudrait aujourd'hui aller entrer en discussion pour que le projet de loi envoyé puisse bien prospérer. Oh non, cette étape est dépassée. Quel projet envoyé? Je vous dis, si le chef de l'État a fait tout ce cinéma pour 3 articles à envoyer, donc il ne faut pas traîner là-dessus.
Ça, ce n'est pas un projet qui peut intéresser les Togolais. Voilà. Voilà. Alors, l'opposition doit avoir le courage de prendre votre option, a dit Kofi tout à l'heure, tout en saluant votre courage. Oui, c'est ce que j'allais dire par rapport à l'autre qui... Parce que, vous savez, c'est ça. Quand vous êtes à court d'arguments, vous êtes braqué et vous vous insultez. Vous êtes à court d'arguments, ça. Celui-là, c'est un militant d'un autre parti politique, adversaire. Il y a... Mais on ne peut pas ne pas réfléchir d'abord avant d'engager la rue. On réfléchit, on planifie quel est le point A, quel est le point B et le point C. Les étapes essentielles. Et là, on sait que si la rue est engagée, c'est pour tel résultat dans tel délai. Et tout est planifié, tout est mis en branle pour qu'on en arrive à ce résultat. Mais si c'est parce que chacun veut tirer le drap de son côté que la rue est debout, toujours là, ça profite au système en place pour rentrer dedans et vous diviser. Et voilà, mais quand même, Antoine lui disait tout à l'heure que ce n'est qu'après le soulèvement au Burkina Faso que la période transitoire a été proprement ouverte. Oui, c'est une option. C'est une option. Elle n'est pas la seule. Mais entre-temps, vous avez dit quand même que vous saluez la mobilisation populaire. Oui, j'ai dit c'est une option. Si c'est ça la destination, le PD dit oui. Si c'est pour réclamer la mise en place d'une constituante, oui, la mobilisation populaire est au rendez-vous. Mais si c'est le contraire, si c'est autre chose... Si c'est autre chose, ça n'a pas de sens. Puisque autre chose ne va pas déraciner le problème. C'est bien de sens inutile. Donc, il faut mobilisation populaire pour cette visée-là. Cette visée qui englobe, qui mettra en place l'espace de résolution des problèmes. Voilà. Et donc, ce n'est pas une vision... Mais comment se fait-il que votre proposition n'intéresse pas les autres vos collègues de l'opposition, selon Kanidek? Si, bon, lui, il a bien posé le problème. La politique, c'est l'art de convaincre. Oui. Si nous étions retrouvés tout dernièrement, je vous dis, il y a un aîné, parmi nous, les députés, nous étions retrouvés dans la maison du professeur Bouquet, il a dit, nous sommes tous d'accord que rien de sérieux ne peut se faire sans la transition politique. Mais, il a été d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi il ne planifie pas pour que la revendication soit dans ce sens. Moi, je saurais le dire. C'est des années, vous savez aussi, il y a cette fierté de dire, bon, lui c'est un jeune, nous on est très avancés, on est des doyens, est-ce qu'il faut s'aligner sur sa position? Oh, il y a ça aussi qui fait un peu l'orgueil humain, vous comprenez? Mais moi, ça ne gêne pas, ça ne gêne pas. Ce qui est sûr, c'est la voie, c'est l'échappatoire, on va y arriver. Doucement, on va y arriver. Mais il faut éviter le bain de sang. Êtes-vous devin? Vous dites? Êtes-vous devin? Ah, justement, vous savez. Ou bien vous avez la maîtrise totale, parfaite et entière de la situation? Mais nous avons réfléchi beaucoup. Quand nous avions commencé à parler en 2014 de cette affaire de transition, je vous ai dit, on nous prenait pour des rêveurs inutiles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce que nous sommes inspirés par rapport à des réalités sur le plan international. Autrement dit, votre participation au gouvernement vous a beaucoup plus édifié? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, vous savez, sous la bannière de cet accord PT-UFC, j'ai été dans une logique d'accord. Je ne me reproche absolument rien. Plutôt, ça m'a permis de toucher du doigt les réalités. C'est pour ça que je dis, si cette administration n'est pas réformée, on ne saura faire une démocratie vraie. Voilà un exemple probant de ce que j'ai constaté d'être touché du doigt. Ça, c'est des choses... Oui, mais quand même, un auditeur à l'écouter tout à l'heure, tout porte à croire comme si, quand on rentre dans le gouvernement, c'est qu'on pactise avec le diable. Non, laissez des racontats. L'actuel président du Burkina Faso, Marc Christian Kaboré. Il était de quel parti politique? Il a été président de l'Assemblée nationale sous le règne de Blaise Compaoré. Et c'est lui qui connaît les rouages pour maintenir une stabilité après une dictature cinquantenaire. Moi, je sais des choses que les gens ne savent pas. Et ils ont peur d'écouter des vérités. Alors, donc, il ne faut pas nous mettre en Mais n'avez-vous pas l'impression d'être un contre tous? Non, pas du tout. Non, puisque je ne suis pas seul. Nous avons un parti politique
qu'il y a des militants. La preuve, au lieu de discuter directement avec le RPD, le staff du RPD, les gens envoient leurs militants voir nos démembrements à l'intérieur pour vouloir les faire engager à notre insu. Un parti politique. Si Djima aurait été seul, pourquoi on cherche à engager cette structure à son insu? Nous avons des territoires aujourd'hui que nous pouvons mettre en ébullition. Mais ce n'est pas là notre option pour le moment. Nous disons que cette stratégie de chaos, si elle en arrive, ça n'arrangera personne. Et voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Maintenant, si le projet de loi à l'Assemblée nationale connaît un échec, le pouvoir, est-ce qu'il ne serait pas dans le chemin d'envisager un référendum? Et dans ce cas, dans ce cas, c'est toujours l'option de bain de sang. Si le gouvernement engage un référendum, c'est qu'il veut, il veut le chaos. Il veut le chaos. Ça voudrait dire, parce qu'une seule, le régime n'a pas de légitimité, c'est pourquoi il y a problème. Maintenant, lui seul va engager un référendum pour arriver sur quel résultat? Pour faire voter ces militants et sympathisants pour dire qu'eux, ils décident à la place des Togolais? Non, je crois que Ford n'ira pas jusque-là. Nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de conclusion? Notre mot de conclusion, c'est courage, lucidité, et le peuple togolais sortira vainqueur. Merci, monsieur Djimori, d'être passé chez nous ce matin. Voilà, c'est fini pour le rendez-vous de ce matin, deuxième numéro de la semaine. Messieurs et dames, nous allons devoir vous quitter tout en vous annonçant que Jacob Bahama vous donne rendez-vous sur le coup de 9h, temps universel. Il sera ensemble avec NSI Nakoro, n'oubliez pas, à 13h. Nous serons là tout comme à 18h. Et je salue au passage Lansou Romuald de la Gazette du Golfe.com, et nous n'oublions pas Idelphonse Akbaki, sans pour autant oublier notre cher ami le photographe. Il est Kokou, vraiment citoyen. Bonne journée chez vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.